Bienvenue à tous, merci d'être là en nombre aujourd'hui pour accueillir Katia. Donc pour ce premier midi de l'Imaginaire 2022, premier midi de l'Imaginaire 2022, mais aussi premier d'une nouvelle formule, puisqu'on avait envie plus régulièrement de donner la parole aussi à des créateurs, à des écrivains, à des autrices d'imaginaire, en leur proposant de venir, sur le modèle imaginaire, de parler d'une figure, d'un auteur, d'une œuvre qui les inspire, donc ils aiment, mais qui les inspire aussi dans leur travail d'auteur. Et donc on a la chance aujourd'hui d'avoir Katia Lannertz-Thomas, que beaucoup connaissent, je suppose ici, puisque c'est une autrice liégeoise. Elle est romaniste d'origine. Elle a publié 2 albums jeunesse, puis après alors elle s'est lancée vraiment dans le roman, avec un premier roman aux impressions nouvelles, Les Chroniques des Hémisphères, qui était le premier d'une trilogie, entre 2012 et 2014, si je ne me trompe pas. Corrige-moi si je fais une erreur. C'est bien juste jusque-là. Voilà, donc des romans plutôt ados, entre post-apocalyptique et fantasy, une très chouette trilogie qui est toujours dispo d'ailleurs. En 2018, Les Ombres d'Esver, un conte gothique chez Actu SF, dans la collection Nao. Très très bien, enfin tout est très bien, tout ce genre. Et alors son dernier projet plus récemment, en tout cas en roman, c'est La Machine, le premier tome qui est sorti l'année passée, donc en 2021, qui est le premier d'un diptyque, il me semble, de 2 romans, voilà, qui est aussi un roman, on va dire une uchronie qui va un peu réexplorer l'Espagne des années 30 à travers un pays imaginaire qui s'appelle Panim. Voilà, donc l'Espagne des années 30, la guerre civile, vous connaissez sûrement, qui a amené la dictature de Franco. Voilà. Donc c'est un très chouette projet qui a été lancé chez Actu SF également. Par rapport à ça, à côté de ça, elle a écrit publié en tout cas une dizaine de nouvelles. Elle a écrit aussi des podcasts audio, notamment Doulange, qui est disponible sur Ovio. Et 2 autres projets qui vont arriver sur une plateforme que je ne connaissais pas, donc j'ai mon petit copion qui s'appelle LVDT. La voix dans ta tête. La voix dans ta tête, voilà, La voix dans ta tête. Si je l'avais su, j'aurais pu retenir plus facilement. La Voix dans ta tête, donc, qui est un site dédié au podcast narratif belge. Enfin, un site belge dédié au podcast narratif. Et donc voilà, donc ça, on verra, ça arrive, je ne sais pas quand. Ce printemps-ci. Il y aura 2 sorties en mars et en avril, des séries, vraiment des séries audio à écouter sous un casque, quoi. Super. Voilà. Et à côté de ça, alors, elle est aussi relectrice, script doctor et conseillère littéraire pour la RTBF, où elle accompagne notamment les scénaristes des séries TV. Elle a travaillé notamment pour la série Baraki qui est sortie en l'automne passé, et sur la série qui a beaucoup de succès, dont j'oublie le nom, Pandore, voilà, dont on parle beaucoup aussi, qui est en cours de diffusion sur RTBF ou dispo sur Ovio, voilà, qui est une très très chouette série. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ton activité. Et donc elle a choisi, comme vous l'avez vu, de parler on est très content, parce que c'est vraiment une autrice qu'on aime beaucoup à la Bila et qui est vraiment méconnue, alors qu'elle a eu un rôle fondamental dans l'histoire de la littérature fantastique et d'horreur, qui est Shirley Jackson, qui a été remise au goût du jour avec la sortie sur Netflix de la série The Haunting of Hill House. Voilà. Merci à tous, merci au Théâtre de Liège, merci à Edith, parce que cette conférence s'inscrit dans le cadre du festival Corps de Texte, et merci à l'équipe de Régie-Sciences de l'Université de Liège pour la captation. Voilà. Bonne écoute. Donc, merci pour cette présentation, Nicolas, bien complète. Donc, comme vous l'avez compris, je suis écrivain et je suis conseillère littéraire. Ça veut dire en gros que je passe un peu ma vie, je partage ma vie entre l'écriture et l'accompagnement de l'écriture des projets des autres. Que ce soit, comme vous l'avez entendu, long métrage, court métrage, série, roman, nouvelle. Donc, ce qui m'intéresse surtout, c'est la mécanique du récit. Parce que depuis l'enfance, je suis vraiment passionnée et impressionnée par le pouvoir de la fiction. Donc, ça fait quelques années, surtout que je m'intéresse surtout, dans tout le panel que permet la fiction, aux émotions que permet la fiction. Qu'est-ce qui nous touche quand on regarde une fiction, quand on en lit une ? Pourquoi est-ce qu'on arrive à avoir les larmes aux yeux ou pleurer de désespoir comme moi devant l'épisode 9 de la 3e saison de Game of Thrones ? Je hurlais dans mon salon. Comment est-ce que les auteurs et les autrices ont réussi à créer, c'est partagé, voilà, à créer cette tension, cette envie de revenir sur de longues heures de fiction auprès des mêmes personnages, de venir dans l'univers ? C'est vraiment quelque chose sur lequel on est vraiment très attentif à la RTBF quand j'accompagne des séries. Et je me permets de commencer par une citation un peu théorique d'un livre qui s'appelle « Writing for Emotional Impact », donc écrire pour un impact émotionnel chez le lecteur et chez le spectateur, qui a été écrit par Carl Iglesias, qui est un producteur américain et qui a eu l'habitude de lire des centaines de dossiers, qui dit, il cite une citation, il met en exergue une citation de Gordon Lish, qui dit
L'important, ce n'est pas ce qui arrive au personnage sur la page. L'important, au final, c'est ce qui se passe dans la tête et dans le cœur du lecteur. Donc moi, personnellement, quand je lis un texte à l'état de scénario ou bien un roman abouti, quand je regarde une série ou un film, j'ai envie de ressentir des choses. Si je ne ressens pas des choses, c'est comme si j'étais devant un aquarium, donc autant aller à l'aquarium. Hein, ça coûte moins cher que de produire une série. Donc j'attends au minimum que l'auteur, l'autrice, les créateurs me fassent ressentir des émotions. Et moi, quand j'écris, j'espère que le lecteur ou la lectrice va ressentir quelque chose, même si c'est de l'ennui, c'est toujours quelque chose. Surtout si je l'ai fait exprès, alors c'est réussi. Alors je pars dans les émotions, blablabla, les séries, quel rapport avec Shirley Jackson. Quand Nicolas m'a proposé de faire un midi de l'imaginaire, j'ai été super impressionnée, et vous êtes très impressionnant parce que vous êtes tout plein. Parce qu'en fait, je ne suis pas du tout experte en Shirley Jackson. Moi, je n'ai pas lu tout Shirley Jackson, je n'ai pas vu tout ce qu'on a fait sur Shirley Jackson, mais à chaque fois, je suis vraiment percutée par les textes que je découvre, par les thématiques. Nicolas l'a dit, j'ai écrit un roman qui s'appelle Les Ombres d'Esver et qui est du fantastique gothique, un huis clos entre une mère et une fille dans un manoir isolé dans une nature assez sauvage, oubliée de tout le monde. Quand j'ai lu ce texte, quand j'ai quitté l'écriture de ce texte, j'étais un peu en deuil de mes personnages et c'est comme ça que j'ai rencontré Shirley Jackson. Quand j'ai rencontré Nous avons toujours vécu au château, j'en parlerai un peu plus tard, et où en fait, où je suis sortie de cette lecture, mais avec tellement de connexion émotionnelle avec les personnages et avec l'autrice que je suis tombée dans la rencontre totalement. Donc aujourd'hui, je ne vous propose pas une expertise, mais plutôt le récit d'une rencontre et de faire le lien avec aussi mon métier à la RTBF où je suis des séries qui sont des paquebots de fiction. C'est vraiment des développements énormes où justement toute la maîtrise de l'émotion qu'on va faire passer au spectateur est importante. Donc de parler à la fois de Shirley Jackson, de comment je l'ai rencontrée, de sa vie et de ses thématiques, et puis de faire ensuite une partie sur la série Netflix qui est sortie en 2018, The Haunting of Hill House, parce que c'est une des séries qui m'a le plus bouleversée ces dernières années. On y va ? Question préalable, qu'est-ce qui a vu la série ? Ok, donc il y a des gens qui n'ont pas vu la série, donc on va flirter entre le spoil et le non-spoil. Ça va être rigolo. Mais bon, je vais faire de mon mieux. Alors, voici Madame Shirley Jackson. Comprendre ce qui nous effraie, c'est apprendre à nous connaître. L'horreur défie nos limites et illumine nos âmes. Ça donne un peu le ton. C'est une autrice qui a vraiment trituré, malaxé, travaillé l'angoisse et l'horreur. Elle naît en 1916 dans la haute société californienne. Et elle vient de sa famille, de la partie maternelle de sa famille, d'une riche lignée de bâtisseurs de maisons. Shirley Jackson ne se sent pas vraiment à sa place dans cette caste où en fait ce sont des bien-nés au final. Elle fait des rotaries, elle fait des circuits, des machins, des trucs, des balles. Et en fait, elle n'a pas trop le physique de la jeunette qu'on espère, que sa mère espérait qu'elle allait avoir. Sa mère l'appelle sa rousse pataude. Et elle essaie de la modeler, mais Shirley Jackson, elle déteste les rubans et les robes. Du coup, elle se réfugie, surtout à côté de son frère qui est absolument parfait, qui fit absolument dans la société comme ça, et que sa mère préfère. Et du coup, elle va, très jeune adolescente, trouver refuge dans l'écriture de journaux intimes. Et pour toute la partie biographique, je me base sur la biographie qui a été écrite par... alors, excusez-moi, mon accent anglais, il va y avoir beaucoup de titres en anglais. Voilà. Ruth Franklin, qui a écrit A Rather Haunted Life, donc une vie assez hantée, sur Shirley Jackson. Elle a lu les journaux intimes et elle disait dans son livre que c'était très difficile à croire que c'était la même personne qui les avait écrits. Parce que parfois, Shirley Jackson, adolescente, va écrire plusieurs cahiers en même temps, avec des styles différents, des thématiques différentes, ou parfois raconter même la même anecdote, mais d'un point de vue différent. Elle part faire ses études loin du carcan familial et elle rencontre celui qui sera son futur mari, Stanley Hayman, qui lui devient critique littéraire pour le New Yorker. Donc c'est un couple assez littéraire, elle écrit des nouvelles, il y a un roman qui paraît, mais il faut attendre le 26 juin 1948 pour que du jour au lendemain, Shirley Jackson soit propulsée sur le devant de la scène. Alors, c'est très précis. Qu'est-ce que ça peut être le 26 juin 1948 ? Dans la vie d'une écrivaine, c'est une de ces nouvelles qui va paraître dans un journal national qui est le New Yorker. Et cette nouvelle, vous la connaissez peut-être, parce que c'est une des plus connues de la littérature américaine du XXe siècle, c'est La Loterie. Alors je vais un petit peu pitcher
qui est un exercice facile, comme le savent les étudiants au premier rang. Dans la loterie, ça commence dans un village assez bucolique, on est dans une fête hyper joviale, de voisinage, on sent que ça va être comme une foire annuelle ou quelque chose qu'on célèbre et qui va être une cohésion pour toute la société de ce petit village. Et puis au fur et à mesure, il y a une tension qui s'installe, on apporte une boîte. Dans cette boîte, on pêche des noms des habitants, et je ne vais pas trop spoiler, mais un peu quand même, ça finit par un lynchage. Et en fait, le style littéraire adopté par, le style choisi par Shirley Jackson est en fait tellement proche du journalisme que les lecteurs plongent dans son récit en pensant qu'il s'agit de reportage. Et évidemment, finissent la nouvelle sur un accent absolument barbare, c'est une véritable boucherie, et sont extrêmement choqués. Donc, dès le lendemain, les boîtes aux lettres de Shirley Jackson et du New Yorker débordent de personnes qui sont complètement remuées par ce texte. Choquées, traumatisées, mais aussi des choses étranges, comme une personne qui lui écrit pour savoir où ça se passe parce qu'elle aimerait bien y assister. Shirley Jackson on lui demande de se justifier sur cette nouvelle. Pourquoi est-ce qu'elle a écrit quelque chose d'aussi violent ? Et Shirley Jackson va jouer en fait là avec ses lecteurs et finalement ne jamais donner une réelle explication à sa démarche. Mais donc ça déchaîne les passions. Elle reçoit des courriers absolument atroces, il y a des gens qui se désabonnent complètement du New Yorker, donc elle commence à se faire une réputation. Et donc on parlait d'émotion en début de conférence, et donc en un texte assez court, celui qui la propulse, Shirley Jackson, elle va réussir à plonger des milliers de lecteurs dans un effroi glaçant. Et pourquoi ? Parce qu'elle va faire là quelque chose qui va se répercuter, en tout cas dans les textes que j'ai lus jusqu'ici, c'est qu'elle va montrer que le monstre, il ne se cache pas dans l'ombre, il n'est pas sous le lit, le monstre, il est en nous. Le monstre, il est humain, le monstre, il se situe dans les relations toxiques entre les gens, il se situe dans le quotidien et il peut se réveiller comme ça, sans qu'on l'ait vu venir. Et ça, dans la société américaine post-Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose qui est très traumatisant à lire, surtout écrit par une femme. Donc, cette nouvelle-là la propulse, elle en écrit de nombreuses autres, et elle va vraiment aller chercher l'horreur dans le quotidien. On part souvent de situations très très anodines, mais par son style hyper étudié, ligne après ligne, il y a la tension qui s'installe, puis l'angoisse, puis la peur, puis la terreur. Et la signature de la nombreuses nouvelles de Shirley Jackson et de nombreux romans, c'est qu'elle botte en touche, elle finit avant de nous avoir donné toutes les explications. Donc il manque ce qu'on appelle dans notre service à la RTBF, après toute la tension et la tension générée chez le lecteur, le spectateur, où vient le soulagement. Eh bien, Shirley Jackson, elle ne leur donne pas. Mais elle donne matière à réfléchir. Les textes nous hantent pendant très longtemps, enfin moi personnellement. Pourquoi elle m'a hantée pendant très longtemps avec ces personnages? C'est parce que ce sont souvent des personnages féminins en proie au dilemme habituel que connaissent toujours les femmes aujourd'hui. C'est de combiner les injonctions contradictoires d'une société qui nous demande tout et n'importe quoi à la fois, et en même temps ce qui vibre en nous. Donc elle-même, en tant que femme, elle a connu des dépressions en cascade parce qu'elle a essayé de combiner son rôle d'épouse, de mère de 4 enfants, et sa carrière professionnelle, et surtout qu'elle a dû protéger à une place où la société ne voulait absolument pas voir une femme, surtout dans le genre de l'horreur. Par exemple, lorsque sa réputation est déjà faite, elle a quelques romans derrière elle et nouvelles, elle va à l'hôpital pour accoucher de son dernier enfant, son 4e, et le médecin lui demande nom, prénom, et il lui demande ensuite qu'est-ce que je mets à côté de l'occupation. Elle dit écrivain, il dit je vais juste mettre femme au foyer. Donc c'est ce que Ruth Franklin appelle dans son livre, sa biographie, la split woman. Shirley Jackson, elle va travailler sur la split woman, sur la femme qui est divisée. Et je ne pense pas que ce soit un motif vraiment uniquement fantastique ou d'horreur, parce que cette split woman, on peut la retrouver dans La cloche de détresse de Sylvia Plath, une décennie après, si je ne me trompe pas, je vérifie tout le temps, merci Ornella, ou encore dans La femme comestible, qui est un roman moins connu de Margaret Atwood, mais qui va aussi suivre les questionnements existentiels d'une jeune femme qui est sur le point de devoir commencer à penser à se marier et qui n'a pas du tout envie. Donc la split woman, pour moi, est une figure récurrente de la littérature américaine de ces années-là. Mais elle
elle va vraiment en faire une matière horrifique. Donc on flirte vraiment entre roman, nouvelle psychologique et fantastique. Et là où ça peut devenir fantastique, c'est quand elle commence à mélanger pour les personnages de point de vue et donc pour le lecteur, est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est un souvenir, est-ce que c'est une projection dans le futur, est-ce que c'est une réalité parallèle, est-ce que c'est de la folie? Et du coup, elle nous entraîne dans un abîme de plus en plus avec ces personnages en nous laissant orphelins. Donc à mesure qu'elle écrivait, que sa carrière se déroulait, ses propres démons se sont vraiment intensifiés. Elle écrit sur ses propres angoisses, et ses propres angoisses sont son travail. Du coup, c'est un cercle un peu vicieux. Entre sa famille bien née, ses 4 enfants, le mari qui est critique littéraire, donc qui lit par-dessus son épaule, qui attend d'elle qu'elle ramène de l'argent, mais qu'elle soit aussi une bonne épouse, elle a été bouffée de plus en plus, quoi. Et au fur et à mesure, elle est devenue agoraphobe. Elle a de moins en moins réussi à sortir de sa maison, pour au finir faire de la maison le lieu de l'horreur. Alors on pourrait se dire, effectivement, oui, la maison, c'est sociologiquement l'endroit où on veut souvent sans cesse ramener les femmes. Donc c'est normal que beaucoup de femmes aient écrit sur la maison, sur la domesticité. Certes, mais comme je l'ai dit tout à l'heure en faisant un wink-wink, elle vient aussi d'une longue lignée de bâtisseurs. Donc dès la fin du XIXe siècle, ses aïeuls construisent des maisons pour des magnats de l'or en Californie, et des maisons, mais genre hyper clinquantes, luxueuses, qui sont vraiment comme... ils vont continuer pendant plusieurs décennies, et pendant la Grande Dépression, c'est presque une insulte en fait de faire des maisons pareilles, qui sont tellement luxueuses, grandes, tortueuses. Et surtout, il y a une légende qui commence à se former sur cette vallée où ils ont tellement construit de maisons, c'est que des choses étranges s'y passent. Les maisons sont habitées quelque temps et puis au fur et à mesure désertées. On parle du coup d'enfants mort-nés, de suicides, de meurtres, de cadavres dans les placards. Et donc, quand Shirley Jackson a envie de se saisir de cette matière, de travailler sur la maison hantée, elle va écrire à ses parents pour demander tiens, est-ce que vous auriez des infos sur une maison, une architecture spécifique, torturée, qui met mal à l'aise, parce que je travaille sur une maison dans laquelle je vais mettre mes personnages. Et sa mère, donc l'héritière de cette lignée de bâtisseurs, va lui envoyer un dossier avec les plans et des photos d'une maison particulièrement spécifique, construite par son arrière-grand-mère. Elle écrit en anglais, mais je l'ai traduit, que la maison, donc dans son journal, elle écrit que la maison a l'air malade et pourrie. Et donc, à la place de courir et de fuir, Shirley Jackson, elle se dit super, ça va être le terrain pour la maison hantée. J'aimerais beaucoup arrêter ceci, excusez-moi, je fais... Voilà. La maison hantée paraît en 1959 et je vais mettre en exergue une citation, ce serait bien que vous la reteniez pour après, quand on parlera de la série. Donc, la peur est l'abandon de la logique, l'abandon volontaire des schémas raisonnables. Nous lui cédons ou nous la combattons, mais nous ne pouvons pas la rencontrer à mi-chemin. Ça, c'est ce que dit le professeur Montag, qui est l'un des personnages de la maison hantée, qui est un professeur qui s'intéresse beaucoup au sujet du surnaturel et qui va se dire on va faire une super expérience. Ils ont toujours des bonnes idées dans les films d'horreur et dans les livres d'horreur. On va faire une super expérience, on va rassembler 3 personnes qui ont des sensibilités spécifiques pour voir si la maison de Hill House est vraiment hantée ou pas. Et il choisit 3 personnages. On va suivre Eleanor, qui est la narratrice, qui est une jeune femme vulnérable et sensible, qui s'est occupée de sa mère malade jusqu'à sa mort. On va suivre Theodora, qui est à l'inverse une femme hyper excentrique. Elles sont le miroir, on dirait, au final de l'une de l'autre. Et Luc, qui est le petit-fils du propriétaire, qui était un riche industriel qui avait fait construire cette maison. Et en fait, cette petite bande va se retrouver dans cette maison, et plus ils vont rester à Hill House, plus des choses étranges vont se passer. Mais avec la particularité de se demander sans cesse, est-ce que c'est dans leur tête ou est-ce que c'est vraiment en train d'arriver? Donc, je ne vous cache pas que l'émotion principale qui domine pendant la lecture de La Maison hantée, c'est vraiment la peur. C'est-à-dire qu'on va être surpris, on va vouloir comprendre, nous aussi on va être pris dans cet abîme. Les derniers mots de La Maison hantée, c'est aussi le titre en anglais de The Haunting of Hill House, mais j'essaie de dire La Maison hantée pour séparer de la série. Les derniers mots du roman sont ceux-ci.
Et je vous demande aussi d'y prêter une attention particulière. Quant à Hill House, seule et maladive, elle se dressait depuis 80 ans à flanc de colline, abritant en son sein des ténèbres éternelles. Les murs de briques et les planchers resteraient droits à tout jamais. Un profond silence continuerait de régner entre les portes soigneusement closes. Ceux qui déambulaient ici, dans le bois et la pierre, erraient en solitaire. Donc, Shirley Jackson nous laisse enfermés dans la pierre, en solitaire, à la fin de Hill House. Oui, à la fin, nous laisse enfermés dans Hill House, à la fin de la maison hantée. Pour poursuivre sa vie, parce qu'on reviendra sur la maison hantée quand je parlerai de la série, pour revenir sur sa vie, toujours plus encline au retrait de la vie sociale, en s'enfermant sur elle-même, les angoisses s'enchaînent, les dépressions. Et elle va écrire en 1962 ce qui restera pour moi l'un des romans les plus magistraux que j'ai jamais eu à lire, qui est « Nous avons toujours habité au château ». Qu'est-ce qu'on suit ? On suit Mary Cat et sa sœur, enfin surtout Mary Cat qui est la narratrice, deux sœurs qui vivent dans un manoir, dans un château, avec leur oncle, qui est Eddie Cathy, qui a toujours un projet de roman et qui est un peu sénile comme ça. Ils vivent tous les trois dans ce manoir où, en fait, 10 ans auparavant, toute leur famille est morte dans un empoisonnement collectif. Donc, ce sont les 3 survivants. Et Mary Cat est une narratrice adolescente, flirtant avec la folie, mais on ne sait pas très bien, en fait. Est-ce que c'est vraiment du fantastique ? Parce qu'elle se dit sorcière, elle met des gris-gris autour du domaine pour empêcher les gens d'entrer, elle fait des rituels, elle invoque des loups-garous, etc. Donc, on a l'impression qu'elle pourrait être une vraie sorcière, et en même temps, rien ne nous donne la preuve, ça peut être aussi dans sa tête. Et honnêtement, elle est vraiment barrée. Pour un personnage d'adolescente à cette époque-là, c'est une adolescente assez cruelle, comme vous le voyez dans la citation que j'ai choisie. « Je ne peux pas m'en empêcher quand les gens ont peur, je veux toujours les effrayer davantage. » Et en fait, on va suivre sa machination pour essayer de faire en sorte que rien ne change dont nous avons toujours vécu au château. Donc on est dans une ambiance hyper délétère, hyper étouffante comme ça. Donc on sent vraiment... Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que spécifiquement ce roman-ci, on flirte avec plusieurs genres du catalogue. On va se demander, est-ce que c'est un roman noir ? Parce qu'on se demande qui a empoisonné cette famille. Est-ce que c'est du fantastique ? Est-ce qu'elle est vraiment sorcière ? Est-ce que c'est un roman psychologique ? Est-ce que c'est un thriller ? Donc vraiment, une des autres caractéristiques de Shirley Jackson, c'est de mélanger les genres et de ne pas hésiter à aller piocher selon ce dont elle a besoin, ce dont elle a envie de parler dans différents registres et de réinventer d'une certaine manière ces choses-là. Donc dans ce roman, on sent vraiment la réclusion et les tourments de Shirley Jackson qui malheureusement 3 ans plus tard meurt d'un arrêt cardiaque à 48 ans seulement. Et je n'ai absolument pas retrouvé la citation, la source où Stephen King aurait dit que si elle avait pu vivre plus longtemps, elle aurait eu le succès qu'elle méritait. Parce que lui, comme moi, trouvons qu'elle n'a pas la reconnaissance, et comme Nicolas, la reconnaissance qu'elle mérite. Donc ce qui est sûr, c'est qu'elle nous laisse un corps de texte vraiment dérangeant, fascinant, parce qu'ils viennent toucher, selon moi, notre essence même. C'est qu'elle va aller triturer les pires aspects de l'être humain, et qu'en fait, on n'a nulle part où se cacher, parce que le monstre, il est en nous. Donc, voilà, l'émotion qui émerge après la lecture, c'est l'angoisse de la fatalité, la peur de ce qui rôde, et c'est tellement universel que plusieurs de ces textes vont être adaptés. Il y a la bien connue Maison hantée, qui va inspirer La Maison du Diable, ou Antise. Alors ça, je laisserai... Christophe Mavroudis, vous en parlez peut-être une fois, mais parce que moi, je vais directement aller... je ne me suis pas du tout intéressée au long métrage. Je voulais vraiment aller directement sur la série qui a été adaptée librement de La Maison hantée sur Netflix, qui est The Haunting of Hill House. Donc, on part d'un roman où on a une protagoniste qui est Eleanor, qui va être la narratrice, qui va nous emmener dans une histoire fantastique ou psychologique jusqu'à son abîme, où on va rester vraiment dans l'effroi, dans la solitude entre les murs de Hill House. Alors, là, mes notes deviennent un petit peu plus confuses parce que j'avais envie de parler de tellement de choses que j'espère... Oh bah, c'est tout pile une demi-heure, ça va. Que j'espère... N'hésitez pas à m'interrompre si tout d'un coup vous avez une question ou si je dois revenir en arrière. Donc, The Haunting of Hill House, pour moi, mais ça ne regarde que moi,
a vraiment modernisé les thèmes de Shirley Jackson sans les édulcorer, mais en nous proposant une note d'espoir. Alors, comment est-ce que c'est possible? D'abord, quelques mots sur The Haunting of Hill House. Donc ici sur l'affiche, vous voyez déjà qu'ils ont vraiment choisi de rendre hommage à Shirley Jackson, puisqu'on a littéralement une femme divisée, une split woman, où nous avons le personnage qui va propulser la série, qui est divisé au-dessus par une photo d'enfance des enfants devant la maison, les fenêtres qui sont à la place des yeux, la maison qui est dans la tête. Vraiment là, rien qu'en regardant l'image, l'affiche, on peut déjà voir qu'ils ont vraiment voulu rendre hommage à Shirley Jackson et travailler sur la split woman. Maman dit qu'une maison est comme un corps humain et que chaque maison a des yeux, des os, de la peau et un visage. Cette pièce est le cœur de la maison. Non, pardon, pas un cœur, un estomac. C'est une citation tirée de la série qui a été réalisée par Mike Flanagan. Alors, en série, quand on dit une série de, il faut savoir que Mike Flanagan, du coup, c'est le showrunner de la série. Ça veut dire que c'est la personne qui, du début de l'écriture jusqu'à la réalisation du bon à diffuser du montage, du mixage, va veiller à l'unité. Mais derrière Mike Flanagan, il y a une horde de gens qui ont travaillé. Il y a déjà 5 ou 6 scénaristes qui ont travaillé avec lui. Il y a un chef opérateur sur lequel il a compté sur plusieurs films avant. Il y a tous les lecteurs de Netflix, il y a tous les lecteurs des producteurs, il y a les producteurs, il y a les caméramans. Bref, une série, c'est vraiment une œuvre collective et il ne s'en cache pas dans ses interviews. C'est un producteur qui est venu le voir en disant « Voilà, j'aimerais bien faire un projet de série sur la maison hantée de Shirley Jackson. » Et très justement, et de manière très mature, Mike Flanagan a dit « Ok, mais comment est-ce que tu veux tenir 10 heures de fiction là-dessus ?» Parce que faire peur pendant 90 minutes, 120 minutes, un film, c'est possible. Mais la peur et l'angoisse ne peuvent pas être la seule émotion lorsque on veut faire 10 heures de série. Ou alors c'est un truc de niche, hein, peut-être que c'est de l'horreur pure, et on est prêt à s'infliger 10 heures de fiction juste avec des choses qui font horriblement peur. Il y en a qui sont fans, ok. Mais en tout cas, pour un grand public comme Netflix, c'est déjà une série qui doit trouver son public, mais un grand public. Mike Flanagan, il a décidé de partir dans l'aventure à partir du moment où il pouvait prendre les éléments du livre, les éclater pour en faire presque une fanfiction, selon ses mots. Donc libre interprétation, libre adaptation, certes, mais vraiment assumée jusqu'au bout parce qu'en fait, on va retrouver quasiment tous les éléments du livre dans la série. On va retrouver les prénoms des personnages. On va retrouver les moments les plus stressants comme la tempête de grêle, les chiens qui aboient, la petite fille qui hante les murs, la maison tortueuse, la pièce qui ne trouve pas d'issue, dans laquelle on ne peut pas rentrer. Vraiment, il va choisir dans le bouquin à la fois des éléments horrifiques très très précis, mais aussi de la matière, des thématiques, et même, on va le voir en conclusion, des citations de Shirley Jackson. Mais en ayant le besoin de lui apporter une réponse. Alors quand la série est sortie sur Netflix en 2018, on a pu lire dans la presse des mots comme, des qualificatifs comme « c'est fort lent », mais c'est vraiment terrifiant, c'est une série bouleversante, c'est dévastateur, ambitieux, brillant, inventif, et j'ai envie d'ajouter en fait extrêmement touchant. Ça ne nous laisse pas insensibles. Donc moi, ça fait 5 ans que je travaille dans le milieu des séries télé. Et en fait, pour faire court, une série, ça ne s'écrit pas comme un long film qu'on va découper en 10. C'est pas possible parce que la dramaturgie, la mécanique qui se passe dans des épisodes de série est en mode itératif. C'est-à-dire qu'on va chercher la répétition qu'on va trouver dans chaque épisode. Et chaque épisode va être comme une boucle qui a son début, sa fin, sa propre grammaire, qu'on va répéter comme ça jusqu'à la fin de l'arche qui va nous conduire à la fin de la saison. Donc contrairement à un film où on parle d'arc transformationnel, où on suit des personnages au début, ils vivent une aventure, ils sont transformés à la fin, dans la série, pour tenir pendant 10 heures, on va devoir mettre en place des choses qui vont se répéter d'épisode en épisode, tout en faisant avancer l'intrigue et la connaissance sur les personnages. Et il y a un élément vraiment capital en série pour tenir aussi longtemps,
c'est l'empathie sur les personnages. Si le spectateur n'a pas d'empathie pour les personnages, il est comme devant un aquarium. Et il vaut mieux aller pendant 10 heures à l'aquarium de Liège alors, parce que ça coûte moins cher que des millions d'euros pour produire une série. Donc, l'empathie, ce n'est pas adhérer à ce que le personnage fait. Ce n'est pas de la sympathie, ce n'est pas de la connivence. L'empathie, c'est comprendre pourquoi le personnage agit comme il agit, pourquoi il souffre comme il souffre, pourquoi il cherche désespérément à s'en sortir comme il le fait. Donc, on va pouvoir suivre parfois des personnages complètement amoraux, dont on ne valide pas du tout la trajectoire, on ne valide pas du tout l'attitude ni les propos, mais par contre, on a tellement bien expliqué, on nous a tellement bien montré qui ils étaient et pourquoi ils faisaient les choses, qu'on va les suivre jusqu'au bout de la saison, quoi. Donc, l'équipe de Flanagan, ils vont faire, selon moi, 3 choses émergentes. Après, il y en a plein d'autres et on peut en discuter après. Mais pour moi, les 3 choses qu'ils vont faire pour susciter l'empathie chez le spectateur et lui donner envie de revenir dans un univers qui est quand même hyper anxiogène, où on va sursauter, où on va avoir peur, où on va parler, attention parce qu'on parle de suicide, on parle de dépression, on parle d'infanticide, de pédophilie, c'est pas la fiesta, quoi. Donc comment est-ce qu'ils font revenir les spectateurs à la série? Ils vont d'une part morceler la chronologie, ils vont multiplier les points de vue et surtout ils vont faire, mais c'était le coup de maître, c'est-à-dire que dans La Maison Hantée, on a 5 personnages qui ne se connaissent pas, qui sont plongés dans une aventure et ils vont, oui, certainement se rencontrer et vivre des choses ensemble, mais au final, ils ne se connaissaient pas avant. Et là, Mike Flanagan et son équipe, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont décider de faire de ces personnages quelque chose d'universel, à laquelle tout le monde va pouvoir se raccorder, parce que c'est instantané, ils vont en faire une famille. Donc tout d'un coup, le spectateur, il va pouvoir projeter sur les personnages une attente universelle, des questions universelles sur ce qui va se dérouler sous ses yeux. Alors, je vais vous faire le pitch dans l'ordre chronologique. Ça commence en 1992, quand Hugh et Olivia Crane s'installent, ce qu'ils croient être temporairement dans une maison qu'ils ont achetée pour la rénover. Parce que elle est architecte et lui est restaurateur, bâtisseur. Ils emmènent avec eux leurs 5 enfants en se disant, on va passer l'été ici à rénover la maison, puis on la revendra et on partira. Ils ont Steven, qui est l'aîné, Shirley, la suivante, et notez qu'ils ont nommé du coup un personnage comme Shirley Jackson, Theodora, qui est l'enfant du milieu, et les jumeaux Luke et Eleanor. Donc ils ont repris tous les prénoms qu'il y avait dans La Maison Hantée et les ont mis dans The Haunting of Hill House. Les enfants ont entre eux, l'aîné a 13 ans et les jumeaux ont 6 ans, je crois. Et donc au début, c'est super, un énorme terrain de jeu, une maison comme ça immense, où il y a toujours tout le mobilier, le truc que tout enfant rêverait d'explorer. Seulement au fur et à mesure qu'ils habitent dans ce manoir, des choses étranges vont commencer à se passer, surtout au niveau de la mère, de Olivia, qui va avoir un comportement de plus en plus étrange, qui va provoquer à un moment donné la fuite nocturne de son mari et de ses enfants en voiture en la laissant dans Hill House. Et cette nuit-là, elle va mourir. Et en fait, les enfants se construisent sur un vide, sur une question. Qu'est-ce qui est arrivé à leur mère? Parce que leur père ne leur dit jamais ce qu'il s'est passé ce soir-là. Et on les retrouve presque 30 ans plus tard, quand ils sont adultes, au moment où ils vont devoir faire face à un nouveau décès dans leur famille, qui va les rassembler, qui va réveiller tous les traumas de Hill House, et où en fait, en dépassant ce trauma, ils vont pouvoir arriver à la réconciliation. Donc là, je vous ai fait le pitch dans l'ordre chronologique. Mais comme je vous l'ai dit, une manière de tenir 10 heures sur une série, ça va être, et de donner à manger en fait, à l'intention du spectateur, c'est qu'ils vont fragmenter les lignes temporelles. Donc chaque épisode, on va avoir à la fois la temporalité de l'enfance, de leur enfance, où ils sont à Hill House, et la temporalité quand ils sont adultes et qu'ils doivent se retrouver autour de ce décès.
Alors la fragmentation stylistique, esthétique de la réalisation est très très nette aussi, parce que quand on est dans l'enfance avec eux, on est en plein été, les couleurs, même si c'est le lieu de l'effroi, de l'horreur, les couleurs sont très chaudes, il y a du soleil, il y a tous ces tons rouges, chaleureux qui vont venir nous réchauffer, alors que lorsqu'on est dans la temporalité où ils sont adultes, on va être dans des tons froids, on est en hiver, et des tons tellement froids en fait que les personnages, les comédiens ont l'air presque de cadavres en fait, de cadavres ambulants. Et ça, c'est très intelligent de fragmenter ces deux lignes temporelles, mais il faut le faire avec minutie, parce qu'on ne peut pas se contenter de flashbacks. C'est-à-dire que la ligne dans le passé, ce ne sont pas des flashbacks illustratifs. On va vraiment avoir une tension qui va s'écrire dans le passé et dans le présent, avec comme pivot au centre des deux cette nuit-là, qui est la nuit du drame et qui est la nuit de toutes les questions. Et chaque épisode va nous proposer, de manière justement répétitive et itérative, une composition du puzzle. Au fur et à mesure, au début on est un peu dérouté par les sauts temporels, mais au fur et à mesure on va réussir à avoir assez à manger dans notre imaginaire de spectateur que pour avoir envie de voir la suite. Parce que le mystère, c'est quelque chose de très difficile à gérer. C'est un des modes de la gestion de l'information en dramaturgie. Le mystère, c'est très difficile à gérer. Parce que si on croit, des scénaristes ou des écrivains pensent, quand je lis des premiers jets, qu'un mystère, plus un mystère, plus un mystère, plus un mystère, ça va nous intéresser. Mais au bout d'un moment, ça fait un peu l'effet Lost, comme je l'appelle. C'est-à-dire que trop de mystère tue le mystère. Et que la gestion, justement, le compte-gouttes intelligent, c'est un mystère, une résolution qui apporte une autre question. Et puis une autre question qui va apporter un autre mystère, mais qui va éclairer le premier. Donc la gestion de l'information par le mystère en dramaturgie, c'est quelque chose de très délicat à faire. Et en fait, ils vont réussir à nous tendre vraiment sur deux questions principales en résolvant les mystères les uns après les autres. C'est qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ? Parce qu'il y a plein de possibilités. Hein. Est-ce que la mère s'est suicidée ? Est-ce que le père l'a tuée ? Est-ce qu'elle est devenue folle ? Est-ce que il y a vraiment plein de possibilités. Donc, une ligne dramatique. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ? Mais aussi, en tant qu'être humain, nous, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gens qui s'aimaient, et 26 ans plus tard, des gens qui ne savent pas fonctionner ensemble, qui sont devenus adultes. Et l'autre ligne narrative, c'est mais comment ils en sont arrivés là ? Donc, d'avoir au fur et à mesure ce puzzle qui se fait, c'est vraiment une manière très incarnée pour nous de suivre la saison. Et comment est-ce qu'ils le font ? Parce qu'il ne s'agit pas juste de raconter l'histoire de manière morcelée, ils vont faire quelque chose de plus détaillé encore, c'est qu'on va s'intéresser à tous les personnages. Les épisodes 1 à 5, on va être dans le point de vue de chaque enfant. Je fais 4, mais c'est 5. De chaque enfant. Donc, par exemple, l'épisode 1, on est dans le point de vue de l'aîné de la famille, de Steven. Et grâce à son récit, à la façon dont lui a vécu les choses, à ce qu'il vit en tant qu'adulte, on va commencer à avoir le début du puzzle. Puis dans l'épisode 2, on va s'occuper plutôt de Shirley, la deuxième. Et en fait, au fur et à mesure, en ayant un épisode centré sur un personnage, on va réussir à comprendre le point de vue de chacun de la fratrie. Et ce qu'on comprend dans ces 5 premiers épisodes, c'est que de manière assez fataliste, en fait, les enfants qu'ils ont étaient chacun hantés par un fantôme, une entité de Hill House, mais que c'est cette entité, au final, sur lesquelles ils vont se baser pour grandir. Et les fantômes de leur enfance vont se matérialiser très, très concrètement dans les adultes qu'ils sont devenus. Je vais prendre l'exemple de Luc, qui est l'un des 2 jumeaux, qui lui, quand il était enfant, il avait 6 ans. C'était un enfant très peureux, il sentait très fort les horreurs qu'il y avait à Hill House, mais personne ne le croyait. Et donc, il grandit, il devient un adulte, il devient toxicomane. Et la résonance thématique avec ce qu'il était enfant, c'est qu'à chaque fois, il dit qu'il va se guérir, qu'il va rentrer en cure et qu'il va réussir, mais au fur et à mesure, personne ne le croit. Donc en fait, il y a vraiment une métaphore entre les fantômes qui habitent les enfants et les parents aussi quand ils sont dans Hill House, et les parents et les enfants quand ils ont évolué et qu'ils sont devenus grands, quoi.
Donc rien que pour ça, ça mériterait quelque chose de hyper développé sur chaque épisode, parce que c'est aussi la force de The Haunting of Hill House, c'est le juste assemblage de toutes les pièces pour un truc hyper cohérent. J'aurais voulu parler d'une scène spécifique de plan séquence, mais je crois qu'on ne va pas avoir le temps, malheureusement. Où en fait, comme je vous l'ai dit, dans les 5 premiers épisodes, on va être dans les points de vue de chaque enfant. Le 6e épisode est le plus connu de The Haunting of Hill House. Écoutez, si on va quand même regarder. Est le plus connu de The Haunting of Hill House parce qu'il est fait. Donc c'est 1 heure découpée en 5 plans séquences. Est-ce que vous savez ce que c'est un plan séquence? Super, je vais quand même lancer la vidéo que j'adore. Ici, c'est Kidding de Michel Gondry, où on voit en fait à gauche comment l'équipe de tournage doit chorégraphier tous les mouvements, et de l'autre côté ce qui apparaît à l'écran. Et en fait, dans l'épisode 6, qui s'appelle Les 2 tempêtes, de The Haunting of Hill House, on va avoir 5 plans séquences, dont le plus long fait presque 20 minutes, où en fait on va être pendant les funérailles, pendant la veillée mortuaire de le personnage qui est décédé. Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, les scénaristes se disent on va faire cette prouesse technique, cette prouesse de réalisation qui va mobiliser toute l'équipe de tournage pendant 5 semaines. Ils vont répéter les plans séquences avec les comédiens pour au final réussir à le tourner. C'est qu'après avoir adopté le point de vue de chaque enfant, ils vont nous mettre dans le point de vue de la défunte. C'est-à-dire que nous, on est là au milieu du plan séquence et on voit les choses se dérouler autour de nous. On ressent les émotions, on voit les personnages pour la première fois se retrouver tous ensemble et les choses vraiment exploser entre eux. Et nous, on est là en train de errer d'une personne à une autre, d'essayer de comprendre ce qui se passe en ressentant une impuissance terrible. Parce que nous, on sait comment ils souffrent chacun de leur côté, alors que s'ils se parlaient, ils sont à 2 doigts de se réconcilier, quoi. Et je pense que l'intelligence de cet épisode-là, c'est de nous mettre dans cette situation d'impuissance et d'avoir nous aussi que, bordel, ils résolvent enfin leurs problèmes parce qu'ils s'aiment. Voilà. Tac. Donc ça demande vraiment une chorégraphie de dingue. Et en fait, après l'épisode 6, on va vraiment assister à une accélération de la série, où en fait les pièces de puzzle vont se mettre au fur et à mesure et de plus en plus vite, et notamment avec l'épisode où enfin on va voir le point de vue de la maman, de Olivia. Et cet épisode ne se déroule que dans la temporalité dans l'enfance, forcément, même si elle est présente, mais je ne vais pas trop spoiler dans leur âge adulte. Et du coup là, on va commencer à voir de son point de vue ce qu'il s'est passé ce soir-là. Pour terminer sur un épisode 10, où toute la fratrie, avec le père, doivent retourner à la maison hantée pour sauver l'un d'entre eux. Et il va y avoir une espèce de répétition du trauma, mais où cette fois-ci, parce qu'ils sont adultes et parce qu'ils sont prêts à regarder la vérité que leur a caché leur père, ils vont pouvoir dépasser tout ça et ressortir de Hill House avec la porte fermée derrière eux et ne plus être hantés. Donc pour moi, la cohérence de la série, si je regarde tous les personnages, c'est vraiment que ce qu'ils ont envie de dire, c'est que, d'une part, c'était ce que Shirley Jackson disait, nous sommes hantés par nos démons intérieurs. Donc ils disent oui, bien sûr, nous sommes hantés par les traumatismes qu'on ne veut pas regarder en face. Mais si, comme on affronte la peur, revoilà Michel Gondry, comme on affronte la peur, on n'y cède pas, on l'affronte, là la résilience est possible. Il faut savoir que Mike Flanagan, il a une grande famille, comme moi d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ça m'a touchée très fort. Il a du côté de son père 6 oncles et tantes, de la même chose du côté de sa mère. Donc forcément, voir une famille nombreuse se déchirer à l'âge adulte est quelque chose d'extrêmement touchant quand on pense au noyau familial qu'ils ont formé quand ils étaient enfants. Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que j'ai envie de revenir à Hill House, moi ? Parce qu'au niveau de l'échelle de la trouille, moi je suis vraiment froussarde, quoi. D'ailleurs, il y a quand même des moments où on sursaute, et je déteste ça dans The Haunting of Hill House, mais il n'y en a que 1 ou 2 par épisode, donc ne vous tracassez pas. Souvent on les voit venir, mais il y en a quelques-uns quand même qui sont bien flippants.
Mais malgré les sujets qu'ils abordent, malgré le fait que l'écran lui-même est hanté, parce qu'ils ont fait le choix, les saligots, les décorateurs, etc., en accord avec toute l'équipe artistique de la série, c'est que si on fait bien attention, ils ont choisi de mettre un maximum de motifs qui ressemblent à des visages humains dans le papier peint, les fleurs qu'ils choisissaient, la façon dont ils mettaient un bibelot. Et donc, moi personnellement, on mettait pause souvent, je dis « Regarde, là il y a un fantôme !» Là derrière, il ne le voit pas, ça va un peu tchancher, vous voyez, derrière toi. Et parfois, ça se révélait juste, et parfois, en fait, c'était juste un effet du décor. Donc, tout est fait vraiment pour nous faire peur. Mais je pense vraiment que l'approche de l'équipe par cette saison-ci, de cette adaptation-ci, c'est la force de ces personnages. C'est la force de la thématique universelle du trauma sur lequel on doit se construire, le fait de le regarder en face. Parce qu'au final, c'est une histoire universelle. Il dit que dans The Haunting of Hill House, il a voulu faire une dissection du chagrin, le deuil qui n'a pas été fait. Et comment faire le deuil ? Justement, c'est le regarder en face. Ici, les enfants ont été dépossédés d'informations sur la mort de leur mère parce que leur père croyait bien faire en leur cachant la vérité. Eux ont besoin de savoir la vérité pour pouvoir littéralement sortir de Hill House. Donc, ce qui m'a fait revenir, c'est qu'on sent au fur et à mesure qu'on regarde les épisodes, on sent qu'ils s'aiment énormément, mais qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'ils se le disent. Mais il y a tellement de souffrances, il y a tellement eu de coups bas, il y a tellement eu de difficultés que nous, on sait, et on espère qu'ils vont pouvoir résoudre ça. Et c'est dans l'espoir que réside la lumière qu'on cherche souvent dans les séries les plus sombres, qu'il y en ait quand même, que réside la lumière, quoi. Donc, finalement, ils vont faire de Hill House. Shirley Jackson en a fait quelque chose où on est pétri de peur, où on reste enfermé dans le bois et la brique et on erre en solitude. Mais eux, ils ont réussi à y apporter du soulagement. Et ce n'est pas un truc de bisounours, je vous avoue que ça fait du bien. Enfin, après 10 heures où on a été hanté, où on a parlé de tous les sujets que j'ai cités, le soulagement est nécessaire et bienvenu. Et il arrive à un moment où en fait ils vont répondre à Shirley Jackson. Et ça, je m'en suis rendu compte qu'en revoyant la série pour préparer cette allocution, c'est qu'en ayant relu La Maison Hantée et en ayant revu la série, je me suis dit mais ils ont carrément répondu à Shirley Jackson en fait. Parce qu'ils vont reprendre texto une citation du livre qui n'est pas consécutive dans le livre, c'est à des moments différents, mais ils ont reconstruit une citation du livre pour répondre à Shirley Jackson, ou en tout cas à ses angoisses, à la fin de The Haunting of Hill House. Voici les derniers mots de la série. La peur est l'abandon de toute logique, le renoncement au schéma rationnel. Mais l'amour est la même chose. L'amour est l'abandon de toute logique, le renoncement au schéma rationnel. Soit on y cède, soit on le combat. Aucune demi-mesure n'est possible. Sans lui, on ne peut pas perdurer sainement, ancré dans le réalisme absolu. Hill House, donc là on reprend la citation de Shirley Jackson. Hill House, loin du raisonnable, se tenait sur les collines et abritait les ténèbres. Elle a subsisté pendant 100 ans et pouvait tenir 100 autres. À l'intérieur, les murs étaient droits, les briques alignées, le sol ferme et les portes sagement fermées. Le silence pesait lourdement sur le bois et la pierre de Hill House. Et ceux qui arpentaient ces couloirs allaient unis. Donc finalement, ça fait un peu du bien quand même de voir que Hill House, dans l'interprétation de Mike Flanagan et de son équipe, en fait, ce n'est pas que le lieu de l'errance solitaire, c'est un lieu où on peut se réunir dans la mort. Voilà, merci.